Le moment le plus risqué d'un vol est toujours l'atterrissage. Tu vois la piste? Non. Les deux pilotes se sont affranchis des procédures standards. Ils ont pris des risques inconsidérés. Les enquêtes confirment que si les pilotes ignorent les règles, Cabré, l'appareil. Mais oui, mais oui. les conséquences peuvent être dramatiques. Pourquoi ont-ils fait ça? Sol en visuel, on descend. 3 vols qui se terminent en drame L'instinct d'un pilote peut lui jouer des tours. lorsque l'approche finale cède à l'improvisation. Ralliant Zurich depuis Berlin, le vol 3597 de la Crossair fait route à 27 000 pieds d'altitude. Le commandant de bord est Hans Ulrich Lutz. Il vole au sein de la compagnie depuis plus de 22 ans. Bon, faites-moi le topo sur la piste et les conditions météo. Couvert, neige éparse, visibilité 3000 mètres. Le copilote Stéphane Lehrer travaille depuis peu à la Crossair. Il n'a obtenu sa licence de pilote qu'1 an et demi plus tôt. L'Avro 146, qui assure le vol, compte à son bord 146 passagers. Il doit atterrir dans moins d'1 heure. Aux dernières nouvelles, on se pose piste 14. Quel type d'approche? Une ILS. Très bien. L'ILS, ou système d'atterrissage aux instruments, désigne une approche reposant sur des signaux radio émis par l'aéroport pour guider les pilotes jusqu'à la piste. Il neige sur Zurich, où la visibilité se dégrade. Zurich, ici Crossair 3597. Merci de confirmer que notre approche doit suivre l'ILS 14. Crossair 3597, vous êtes identifié. Vous devez suivre l'approche VOR DME, piste 28. Et allez, il manquait plus que ça. Ce changement dans l'approche prévue agace le commandant. C'est pas vrai. Pour réduire les nuisances sonores subies par les riverains, la piste 14 est fermée après 22 heures. Mais la piste alternative, la 28, n'est pas équipée pour un atterrissage en ILS. Elle utilise un système de navigation moins précis qui rend l'approche plus compliquée. Un émetteur radio à très haute fréquence signale à l'équipage de l'appareil la distance qui le sépare de la piste et s'il se présente trop à gauche ou trop à droite. En revanche, il ne fournit aucun guidage relatif à l'altitude. Il préférait toujours les atterrissages en ILS parce qu'il était guidé pour négocier sa pente d'approche. Près de Zurich, l'avion pénètre dans une formation nuageuse dense. Volet 33. Volet 33. A-t-on le sol en visuel? Oui. Le sol est à présent visible et le commandant s'attend à voir la piste d'un instant à l'autre. Crossair 3597, vous pouvez vous poser piste 28. On est au minima. Oui. L'avion a atteint 2400 pieds d'altitude, les minima d'approche. Les minima d'approche correspondent à l'altitude limite à laquelle il faut déjà avoir un contact visuel avec la piste pour poursuivre l'approche à vue. Dans le cas contraire, le pilote est obligé de faire un autre passage. J'ai le sol en visuel, on descend. 500 pieds, Ils poursuivent la descente, 300 pieds. mais ne voient toujours pas la piste. On refait un passage? Oui. On repasse. On repasse. Non!
Crossair 3597, ici Zurich, à vous. Tour de contrôle de Zurich. On a une urgence possible pour une phase d'approche sur le secteur Est. Le vol 3597 de la Crossair s'est écrasé au nord-est de Zurich, près du village de Basserdorf. Par ici! 24 des 33 occupants de l'appareil sont morts. Parmi eux, le commandant Lutz et son copilote, Stefan Leurer. Des enquêteurs de l'agence suisse des accidents aériens arrivent sur le lieu du crash. À 4050 mètres de la piste d'atterrissage? L'emplacement de l'épave si loin de l'aéroport les intrigue. L'appareil ne se trouvait pas là où il était supposé être. Il a percuté une colline située à l'est de la piste, ce qui veut dire qu'il n'était pas assez haut. La première question a été, pourquoi cet avion volait trop bas? Les enquêteurs se demandent si l'équipage a été correctement guidé durant son approche sur l'aéroport de Zurich. Crossair 3597, continuez de ralentir jusqu'à la vitesse d'approche finale. Je m'occupais des approches ouest le soir du crash. La contrôleuse aérienne aurait-elle mal aiguillé l'avion? Elle était relativement jeune, oui, et puis ils ont une expérience pas très grande. L'équipe examine la transcription du dialogue avec la tour. Mais rien n'indique que la contrôleuse ait donné des consignes incorrectes à l'équipage. Puis l'équipe écoute le commandant. Train sorti. C'est à lui que revient le dernier mot pour atterrir. Le pilote est toujours libre de contester l'approche qu'on lui demande d'effectuer. S'il estime que l'atterrissage n'est sans doute pas possible, il a toute latitude pour rejeter la procédure d'approche et pour en demander une autre. Compte tenu de la visibilité réduite, l'équipe se demande pourquoi le commandant n'a pas demandé à suivre l'approche initiale sur la piste 14. Phase d'approche. Il aurait pu bénéficier de l'ILS, l'atterrissage aux instruments. Il aurait été bien plus simple de faire une ILS vu la météo. Un pilote expérimenté, c'était, disons, une erreur un peu basique. 178. Les enquêteurs espèrent trouver des réponses dans les enregistrements du cockpit. Moins de 6000. 100 pieds. Quelques instants avant l'accident, J'ai le sol en visuel. On descend. l'équipage semblait convaincu d'être sur le point de voir la piste. Mais ils se sont écrasés à plus de 4 km de leur destination. 300 pieds. 300 pieds. L'équipe envisage que le dispositif de mesure de distance, ou DME, ait pu être faussé. Le DME est censé indiquer la distance entre l'avion et la piste. Moins de 6000. Oui. En comparant les moments où Lutz a vérifié la position de l'avion donnée par le radar, les enquêteurs confirment que ces chiffres étaient corrects. On savait que les pilotes disposaient à ce moment-là d'un moyen fiable de connaître la distance de la piste. Mais si le dispositif de mesure de distance fonctionnait, pourquoi le vol 3597 s'est-il crashé bien avant la piste? Les enquêteurs trouvent un indice dans les enregistrements du cockpit. Je ne vois rien après 6000. On a le sol en visuel. Aucun des deux pilotes n'a vérifié la distance après le passage des 6000. Oui. Le commandant Lutz ne surveillait pas cet instrument de bord essentiel durant les dernières minutes de son approche. Il s'inquiétait uniquement de repérer les lumières de la piste. Le pilote qui vole ne doit pas quitter les instruments des yeux, parce que toute la question est là. Et on passe au vol à vue une fois que vraiment le non-flying pilot signale piste en vue. Si Lutz avait consulté ses instruments, il aurait su à quelle distance était vraiment la piste. 500 pieds. Ignorant ses instruments de bord et sans confirmation visuelle que la piste est proche, le commandant a commencé son approche sur Zurich. 100 pieds. Un tel comportement est alarmant, mais les enquêteurs savent qu'une sécurité aurait pu éviter la catastrophe. On est au minima. Oui.
Les appareils effectuant une approche sans ILS sur l'aéroport de Zurich sont censés rester à une altitude minimale de 2400 pieds, jusqu'à ce qu'ils aient la piste en vue. Mais la boîte noire révèle que le commandant Lutz est descendu sous les minima d'approche de 2400 pieds. J'ai le sol en visuel. On descend. Il a affirmé avoir le sol en vue. Mais pouvait-il voir la piste? Non, il ne pouvait pas voir la piste. Parce que il y avait cette colline entre deux, cette colline boisée. Donc il ne pouvait pas, à l'altitude de laquelle il était, voir la piste. En conclusion, le commandant Lutz a clairement fait abstraction des minima d'approche avant de percuter une colline. Que le relief soit plat ou accidenté, les minima d'approche sont fixés en connaissance de cause. On ne peut s'affranchir de cette limite, qu'il y ait une colline en face ou pas. On est au minima. Oui. Le pilote a improvisé On descend. au milieu d'un atterrissage compliqué. Mais pour quelle raison? Les enquêteurs se penchent sur les antécédents de pilote du commandant Hans-Ulrich Lutz. Le nombre d'années passées aux commandes d'un avion et les heures de vol accumulées ne disent rien du niveau de compétence d'un pilote. L'examen de son dossier révèle qu'il a échoué à plusieurs tests relatifs au système de navigation. J'évalue moi-même les compétences de pilote de ligne. Et en ce qui me concerne, ce commandant ne serait pas reparti avec une recommandation positive. Et allez, il manquait plus que ça. Le 24 novembre 2001, le commandant Lutz a enfreint les règles de la procédure d'atterrissage. J'ai le sol en visuel. On descend. Cela aura coûté la vie à 24 personnes. L'instinct d'un pilote peut lui jouer des tours. Il ne devrait jamais avoir à compter dessus. Chacune de ses actions devrait être placée sous le signe de la sécurité et être la conséquence d'une décision mûrement pesée et réfléchie, fondée sur l'expérience et sur les procédures en vigueur. Les procédures d'approche sont conçues pour minimiser les risques. Chaque fois qu'un pilote improvise, il met l'ensemble de ses passagers en danger. Le vol 267 de la Trigana Air Service décolle un après-midi de l'aéroport indonésien de Sentani en Papouasie. Train rentré. Train rentré. Le commandant Hassanuddin et son copilote, Ariadine, se trouvent aux commandes de l'appareil, un ATR-42. 49 passagers sont à bord. Les 40 minutes de trajet les conduisent de Sentani à Oxybil, un aéroport isolé. Vous voulez de l'eau? Le vol est si court J'appelle Oxybil. que le commandant se prépare déjà à l'approche sur leur destination. Oxybil 267. Allô, 267, ici Oxybil. On arrive en approche. On voudrait descendre sous 11 500 pieds. Vous pouvez descendre sous 11 500 pieds. Dites-moi quand vous survolez Oxybil. Oxybil est un petit aéroport niché dans une vallée entourée de montagnes culminant à 3350 mètres, soit 11 000 pieds. On n'y trouve pas les systèmes d'atterrissage présents dans les plus gros aéroports. Ici, les pilotes doivent avoir la piste en vue durant l'approche. Annoncez l'atterrissage. Merci de bien vouloir redresser vos sièges et replier vos plateaux. Je vais passer prendre vos déchets. Un vol court-courrier dure souvent 1 heure ou moins, ce qui veut dire que dans une journée de travail typique, un pilote peut effectuer 4 décollages et atterrissages ou plus. Volet 15. C'est éprouvant dans le sens où les décollages et les atterrissages sont les moments du vol les plus risqués. Train sorti. Juste avant 15 heures, l'avion commence son approche finale.
5 minutes plus tard, le contrôleur aérien d'Oxybil se rend compte que le vol 267 n'a pas signalé sa position suivante. Trigana 267, Oxybil à vous. Trigana 267, Oxybil à vous. Quand un appareil ne se pose pas sur l'aéroport prévu, il peut arriver que ce soit parce qu'il a dévié vers un autre aéroport. Ici Oxybil, on a perdu contact avec le vol 267. Vous leur avez parlé? Non. On a un problème. La nouvelle de la disparition de l'appareil se répand rapidement. Une équipe d'enquêteurs de la KNKT, la Commission indonésienne des transports, supervise la situation. Ma première intuition a été de penser que quelque chose de grave était arrivé au vol 262. Ça s'annonce mal. Le lendemain, un avion de recherche parti de l'aéroport d'Oxybil repère un panache de fumée s'élevant du mont Tango. C'est l'épave de l'ATR-42 tombée à 18 km au nord-ouest de l'aéroport d'Oxybil dans une zone ne correspondant pas au plan de vol. Comment ont-ils fini là? 2 jours après la disparition du vol 267, une équipe de recherche découvre sa carcasse à 2530 mètres d'altitude sur les pentes accidentées du mont Tango. Allô, Oxybil? Jakarta, on est sur le lieu du crash. Pas de survivants. D'accord. Soufflez un peu, puis trouvez les boîtes noires, c'est la priorité. Très bien. Les enquêteurs de la KNKT doivent comprendre pourquoi l'ATR-42 a percuté une montagne à 18 km au sud du plan de vol habituel. Cette ligne bleue, c'est le plan de vol pour l'approche. Ils se sont crashés là. Je veux en savoir plus sur les reliefs du secteur. L'équipe utilise un logiciel spécial pour cartographier la topographie de la zone. Il apparaît que les pilotes avaient choisi un itinéraire dangereux. Ils étaient entourés de montagnes atteignant 2750 mètres. Pourquoi ne pas les avoir survolés? Les enquêteurs espèrent que les boîtes noires du vol 267 récupérées sur le lieu du crash leur fourniront des réponses. On pouvait s'attendre à ce que certaines des données enregistrées au cours du vol fassent apparaître que l'un ou l'autre des systèmes de bord de l'appareil n'avait pas fonctionné comme il aurait dû. Mais lorsqu'ils tentent d'exploiter les données du vol, ils découvrent que l'enregistreur de données n'était pas en marche au moment du crash. Rien à faire. L'équipe doit désormais s'en remettre aux enregistrements des conversations des pilotes pour reconstituer le fil de l'accident. Vous êtes prêts? Allez. Les enregistrements contiennent 2 heures de conversation et incluent 2 vols antérieurs. Je les appelle pour leur signaler qu'on arrive. Les enquêteurs écoutent une approche précédente sur Oxybil. Vous pouvez descendre depuis 11 500 pieds. Dites-moi quand vous êtes sur Oxybil. Oxybil, on ne peut pas survoler l'aéroport. On va directement faire le tour par main gauche et atterrir piste 11. Bien reçu. Par main gauche? Ce n'est pas l'approche prévue. Ils ont pris un raccourci. L'approche officielle impose aux avions de survoler l'aéroport et de décrire une boucle complète avant d'atterrir. Mais lors d'un vol antérieur au crash, les pilotes ont effectué une approche directe sur la piste 11 sans la survoler au préalable. Les pilotes auraient-ils pris le même raccourci juste avant l'accident? Faites-nous écouter le vol du crash. Vous pouvez descendre depuis 11 500 pieds. Dites-moi quand vous êtes sur Oxybil. Oxybil, on va faire le tour par main gauche vers la piste 11. Bien reçu. Donc ils ont pris le même raccourci pour le vol de l'accident. Tu pars en famille? Les enquêteurs sont à l'écoute du moindre signe de risque potentiel. Ouais, vivement les congés.
Ouais, on n'arrête pas. Mais c'est ce qu'ils n'entendent pas qui retient leur attention. Ils ne font pas la checklist d'approche. Les listes de vérification, ou checklists, ont pour but de donner à l'équipage une meilleure compréhension de leur environnement. Un pilote qui s'affranchit des checklists est plus à même d'oublier de s'acquitter de certaines tâches ou prendre certaines précautions. Volet 15. Train sorti. À l'écoute des tout derniers instants avant le crash, les enquêteurs font une autre découverte surprenante. C'est tout? En principe, à la dernière seconde de vol, le pilote hurle ou réagit d'une manière ou d'une autre. C'est arrivé soudainement, comme s'il n'avait pas vu la montagne. Les enquêteurs pensent que les nuages ont pu occulter la présence des montagnes aux yeux des pilotes. L'équipe examine un bulletin météo diffusé moins d'1 heure avant le crash. Oxybil était couvert de nuages épais. Quelle météo pour notre approche? Plafond nuageux à 8000 pieds. Ils ignorent la checklist. La décision des pilotes de poursuivre leur approche malgré la densité des nuages surprend les enquêteurs. Train sorti. Un atterrissage à vue est interdit si les conditions sont nuageuses. Au lieu de suivre la procédure d'atterrissage standard, Plafond nuageux à 8000 pieds. les pilotes ont improvisé dans l'espoir qu'ils finiraient par voir la piste. Ils étaient en phase de descente. Ils s'attendaient à sortir des nuages. D'un instant à l'autre. Mais ils ont percuté une montagne haute de 2530 mètres, soit 8000 pieds d'altitude. Même si les pilotes n'ont pas vu la montagne, le système d'alerte de l'avion aurait dû la détecter. Un système de sécurité est prévu pour les situations où un appareil arrive à proximité immédiate d'un relief ou qu'il s'apprête à entrer en collision avec un objet. Dans ces cas-là, un avertisseur s'enclenche dans le but de prévenir le pilote que son avion se situe à une distance dangereuse d'un obstacle. Pourquoi l'alerte ne s'est-elle pas activée? Il faut vérifier l'avertisseur. Les enquêteurs veulent savoir pourquoi l'avertisseur de proximité du sol de l'ATR-42 n'a pas alerté les pilotes qu'ils s'apprêtaient à percuter une montagne. L'avertisseur utilise un GPS et une base de données topographiques pour établir la distance entre l'avion et les reliefs environnants. Si l'appareil est trop proche du sol, l'avertisseur alerte les pilotes par des messages audio Cabrez l'appareil. Cabrez l'appareil. afin qu'ils réagissent au plus vite. Il y a eu des alertes dans le cockpit? Non, il n'y a rien sur le relevé. L'avertisseur de l'avion fonctionnait-il correctement? L'équipe se penche sur les données topographiques utilisées. Cette zone n'est pas bien cartographiée. Pour une partie de la Papouasie, les relevés topographiques étaient approximatifs. La précision des données ne reflétait pas les reliefs que les pilotes étaient susceptibles de rencontrer en réalité dans la région. Les pilotes auraient-ils percuté une montagne dont l'élévation n'était pas correctement reportée dans la base de données? Des pilotes de la compagnie effectuant régulièrement des vols dans la région d'Oxybil sont interrogés pour savoir si les alertes de proximité du sol sont pertinentes. Et que faites-vous quand ces fausses alertes se répètent? Ils apprennent que le système avertit les pilotes des reliefs à éviter, mais que la médiocrité des relevés topographiques se solde par une multitude de fausses alertes. Quand on survole une région montagneuse, le système peut donner des alertes fausses ou non pertinentes. Imaginez que vous vouliez vous poser sur une piste nichée dans une vallée. Vous voyez l'aéroport, vous descendez à vue, mais une alerte retentit. Cabrez l'appareil. Cabrez l'appareil. Si vous voyez la piste face à vous ainsi que le relief qui se dresse derrière, cet avertissement est pénible à entendre. Ok, merci. Ils l'ont coupé à cause des fausses alertes. Cabrez l'appareil. Cabrez l'appareil. Cabrez l'appareil. Apparemment, c'est courant. Vous plaisantez.
Est-ce parce que les pilotes ont volontairement désactivé l'avertisseur que le vol 267 n'a pas reçu l'alerte? Cabrez l'appareil, cabrez l'appareil. Ça va, on a compris. Lorsque la KNKT se penche sur les antécédents professionnels du commandant, elle découvre qu'il avait l'habitude de couper manuellement le système d'alerte, mais aussi que la compagnie était au courant. Ils avaient prévu de lui faire un briefing à ce sujet. À la lumière de cette information, on a jugé probable que le jour de l'accident, le commandant de bord ait aussi désactivé l'avertisseur. Cabrez l'appareil, cabrez l'appareil. Je l'éteins. Cabrez l'appareil, cabrez l'appareil. Les enquêteurs estiment désormais que les pilotes ont intentionnellement éteint leur avertisseur le même jour sur un vol antérieur et qu'ils ne l'ont jamais réactivé. Si l'avertisseur de proximité du sol avait été activé, je suis convaincu que l'accident aurait été évité. Parce que durant les dernières secondes de vol avant l'impact, ils auraient entendu le système leur dire « cabrez l'appareil, cabrez l'appareil ». Le pilote aurait réagi et l'avion aurait été sauvé. L'enquête conclut que les pilotes ont péché par excès de confiance sur ce vol familier et qu'ils cédaient régulièrement à l'improvisation. Cabrez l'appareil, cabrez l'appareil, cabrez l'appareil, cabrez l'appareil. En prenant des raccourcis et en coupant des systèmes d'alerte essentiels. Ces pratiques irrégulières se sont soldées par la mort de 49 passagers. Aucun atterrissage ne va de soi et les pilotes trop confiants qui décident d'improviser se font parfois surprendre avec des conséquences dramatiques. Par une pluvieuse soirée d'été, le vol 222 de la Transasia est en circuit d'attente à 3100 pieds au-dessus du détroit de Taïwan. L'avion est piloté par le commandant Li Yiliang. Cap 240. Ancien pilote dans l'armée, il a 22 ans de vol de ligne à son actif. Transasia 222, cap 240. Transasia 222, cap 240, bien reçu. En charge des instruments de bord, le copilote Chiang Quan-ching exerce cette fonction depuis 2 ans et demi seulement. 54 passagers ont embarqué sur cet ATR-42, un appareil fréquemment employé pour les vols courts courriers. Le vol 222 a décollé au départ de Kaohsiung, la seconde plus grande ville de Taïwan. Il se rend à Magong, sur l'archipel Penghu, un lieu de destination prisé des Taïwanais. Mais le mauvais temps retarde l'arrivée. Excusez-moi. Quand va-t-on atterrir? D'accord. L'avion vole aux abords du typhon Matmo, un cyclone de catégorie 2 qui sévit dans la région. Un typhon passait dans la région de Taïwan, en direction de la Chine. Cela se traduisait par de la foudre, de fortes pluies et des vents violents. Transasia 222 demande autorisation d'atterrir, piste 20 en VOR. Transasia 222, bien reçu. Vous vous dirigez vers le secteur de radar 02360. Approche en VOR. Grâce au DME, le dispositif de mesure de distance, les pilotes savent quelle distance les sépare de la piste. On amorce l'atterrissage. Vitesse? Volet 15. Transasia 222. Vous pouvez vous poser. Volet 30, train sorti. « 500 pieds. « 300 pieds. Je règle à 300 pieds. Réglé pour 300 pieds. « 200 pieds. » Le commandant réduit l'altitude de l'avion. L'atterrissage est prévu dans moins de 30 secondes.
Vous voyez la piste? Non. Non? Non, commandant. Bon, très bien. D'accord. Cabrez l'appareil. Cabrez l'appareil. Braquez! Braquez! Cabrez l'appareil. Cabrez l'appareil. Le vol 222 de la Transasia est en péril. L'ATR-42 s'est écrasé sur le village de Gigi, situé à 1 km environ de l'aéroport où il devait atterrir. 48 des 58 occupants de l'appareil ont trouvé la mort, et parmi eux, les 2 pilotes. Les enquêteurs de l'agence taïwanaise de sécurité aérienne entreprennent de cartographier le lieu du crash. Faites-moi voir. Au cours de la phase initiale des investigations, on n'a pas compris pourquoi l'avion s'était dirigé vers une zone résidentielle plutôt que de faire route vers la piste d'atterrissage de l'aéroport. Ils établissent que l'avion n'était pas dans l'axe de la piste durant sa descente. C'est là qu'ils auraient dû être. Pourquoi était-il si loin? L'équipe se demande si le typhon Matmo a pu avoir une incidence sur le crash. Le typhon Matmo était selon toute vraisemblance un cyclone tropical d'intensité moyenne. Mais même une dépression de ce genre peut causer de fortes précipitations. Et bien sûr des vents violents. L'équipe étudie de près les conditions météo. Des vents de 11 nœuds avec des bourrasques à 21 nœuds. On est très loin des limites d'exploitation de l'appareil. Le vent aurait suffi à dévier l'appareil de sa route, mais pas à le faire s'écraser. Et la visibilité? Voici la piste au moment du crash. Cela n'avait plus rien d'une simple pluie. C'était un gros orage. La visibilité a commencé à diminuer très vite, juste après 19 heures. Une portée visuelle minimale est nécessaire pour qu'un pilote fasse une tentative d'atterrissage. Selon les enquêteurs, la visibilité était si mauvaise que l'équipage de la Transasia aurait eu du mal à discerner la piste. La visibilité, qui permettait d'abord d'y voir jusqu'à 500 mètres, était ensuite passée à 250 mètres. Et les fortes pluies avaient fini par la réduire à 150 mètres. La visibilité ne devait pas dépasser 200 mètres. Les pilotes ont fait une erreur terrible en tentant d'atterrir par un temps si mauvais. Mais le fait que le vol 222 se soit écrasé si loin de l'aéroport de Magong demeure un mystère. Comment se sont-ils retrouvés là? Les données sont prêtes. Les enquêteurs examinent les données de la boîte noire en quête du moindre élément suspect. Attendez. 1 minute avant l'impact, ils étaient à 200 pieds d'altitude? Quels étaient les minima? Le protocole encadrant l'approche sur l'aéroport de Magong stipule que les pilotes ne peuvent pas voler au-dessous d'une altitude minimale d'approche donnée tant qu'ils n'ont pas la piste en vue. En l'absence de contact visuel, il faut faire une approche interrompue. Vous voyez la piste? La manœuvre est avortée et le pilote doit tenter un nouveau passage Non. ou bien se rediriger vers un autre aéroport. Les minima d'approche étaient fixés à 330 pieds. Regardez. L'enquêteur Wang voit que cet appareil est descendu à 200 pieds, bien au-dessous des minima d'approche. Et il s'est maintenu à ce niveau pendant près de 14 secondes. Les données météo suggèrent que dans cette situation, les pilotes n'ont pu voir la piste. S'ils n'y voyaient rien, pourquoi avoir ignoré les minima? Pourquoi? Écoutez. Écoutons les enregistrements du cockpit.
Les enquêteurs se penchent sur les enregistrements des voix des pilotes. C'est bon? Commencez vers la fin, avant l'approche. Transasia 222, cap 240. Checklist d'approche. Train sorti. Volet 30. Contrôle auto, phare d'atterrissage allumé, anti-givre éteint. On peut se poser piste 20. Checklist d'approche, OK. Vent 290. Attendez. C'était leur checklist d'approche, ça? Les pilotes sont censés énumérer chacun des points de la checklist selon une procédure appelant une réponse standard. Continuez. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Les 2 pilotes se sont affranchis des procédures standards. Ils ont mis en danger l'avion et les gens autour. Allez-y. Train sorti. Les enquêteurs entendent alors les pilotes enfreindre une autre règle pendant leur approche. 200 pieds. Stop. Ils savaient que les minima d'approche étaient de 330 pieds. Mais on dirait que le commandant n'a pas non plus respecté ça. À moins qu'ils aient vu la piste. On va voir. Vous voyez la piste? Non, commandant. Au moment où ils sont descendus à 200 pieds d'altitude, ils n'avaient toujours pas la piste en vue. Non? Non, monsieur. Bon. Très bien. Ils ne voyaient pas la piste d'atterrissage. Mais ils ont tout de même décidé de faire voler leur appareil sous l'altitude minimale d'approche pour tenter d'établir un contact visuel. Même parvenus à 72 pieds d'altitude, ils n'avaient toujours pas réussi à apercevoir la piste. 30 secondes supplémentaires s'écoulent avant que les pilotes ne réagissent. Braquez! Braquez! Pourquoi les pilotes du vol 222 ont-ils ignoré les règles sur une approche aussi délicate? Transasia. Les enquêteurs continuent d'analyser les conversations des pilotes en cabine en quête d'indices. À 8000 de l'aéroport en VOR, piste 20. Pourquoi ont-ils réagi si tard? Repassez tout, depuis le début. Antidérapage? Effectué. Activé. Checklist départ, OK. Ce qui suit va les inquiéter. Le prochain palier est à 340 pieds ou 400? À maintes reprises, les pilotes ne maîtrisent pas les procédures de base. Ils tâtonnent sur les checklists et les paliers de vol. Prochain palier, 400 pieds. Il est toujours surprenant d'entendre un enregistrement de cockpit dans lequel des pilotes enfreignent les procédures établies. L'enregistrement révèle ensuite la raison des difficultés de l'équipage. Je suis fatigué. On prend le circuit? Oui. D'accord. Main droite ou main gauche? Sur l'enregistrement, on entend clairement le pilote bâiller et dire qu'il se sent fatigué. Les enquêteurs s'intéressent au planning des 2 pilotes durant les semaines antérieures à l'accident. Il apparaît qu'au cours des 90 derniers jours, le commandant a totalisé 278 heures de vol et son copilote 264. Ces 3 derniers mois, chacun des pilotes a effectué en moyenne 6 vols par jour? Quand une compagnie aérienne impose davantage d'heures à ses pilotes, ceux-ci peuvent se retrouver dans une situation d'épuisement et voler au-delà de ce qui est raisonnable. Les enquêteurs établissent que les responsables de la Transasia surmenaient leurs pilotes. Cette découverte soulève de nouvelles questions. Était-il courant que des pilotes ignorent les procédures de vol standard? Quand vous êtes prêts, on commence la simulation. Et les pratiques managériales de la Transasia ont-elles eu d'autres répercussions sur ses personnels volants? Il est demandé à différents pilotes des ATR-72 de la compagnie de rallier Magong au départ de Kaohsiung sur simulateur, avec une difficulté supplémentaire, un typhon sévissant dans les environs. Les uns après les autres, les pilotes échouent à respecter la procédure. Il ne s'agissait pas d'une irrégularité ponctuelle sur un vol.
C'était un problème systémique affectant la compagnie dans son ensemble. Cela prouvait que ce genre de comportement était normal, que c'était quelque chose d'acceptable. On a fini. Ils ont presque tous fait abstraction des procédures standards. On enseigne à tous les pilotes que leurs actions doivent se conformer aux procédures de vol standard. J'ai été surpris de découvrir qu'il y avait encore des pilotes qui volaient en appliquant leurs propres règles. Mesdames et messieurs, nous commençons notre approche sur l'aéroport de Magong. Les enquêteurs comprennent enfin ce qui a conduit au crash du vol de 122. 2 pilotes surmenés et épuisés ont improvisé un atterrissage alors qu'une tempête était en train de forcir. Convaincus que la piste finirait par apparaître au travers de la pluie, Vous voyez la piste? ils sont descendus si bas Non! qu'il a soudain été trop tard. Braquez! Braquez! Cabrez l'appareil. Dans leur rapport final, les enquêteurs enjoignent la Transasia à revoir de fond en comble la sécurité de ses pratiques et les programmes d'entraînement de ses pilotes. 3 équipages aériens ont improvisé au cours d'approches périlleuses. En se fiant à leur instinct plutôt qu'aux règles en vigueur, ils ont fait des erreurs aux conséquences dramatiques. Il sera toujours possible pour un individu de commettre une erreur. Mais l'entraînement, le respect des bonnes pratiques et des régulations, ainsi que les enseignements que l'on tire de l'expérience accumulée, sont autant d'éléments censés réduire les conséquences des erreurs humaines lorsqu'elles surviennent.